1 degré. 2 degrés. 2 degrés et demi. 4 degrés. Jusqu'à aujourd'hui, on a pris 1 degré. À 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie. Au lancement d'un grand pays, la France a, attention, je vais prononcer un gros mot, la croissance, autrement dit le bien-être, le bonheur. Vous comprenez ce terme de décroissance ? Si, par exemple, on sent qu'il y a la volonté, peut-être pas d'interdire la voiture individuelle, mais aujourd'hui, la croissance... Et de parier sur la science, sur les deep tech, sur les innovations qui se multiplient. Il n'y a pas d'autre solution que d'y croire. Il n'y a pas d'autre solution que d'y croire. Pourquoi y a-t-il des images aussi atroces, aussi inquiétantes et aussi peu de réactions? Mais pourquoi on ne fait rien? Est-ce qu'il faudra attendre une méga catastrophe? C'est la question qu'on peut se poser. 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. Le réel, c'est quand on en prend plein la gueule. Lorsque eux-mêmes, ou leur famille, ou leurs proches souffriront pour de vrai. C'est pas simplement « Ah ben j'ai lu un rapport qui est alarmiste ». Non, pour de vrai, lorsqu'on dira « Est-ce que j'aurai encore de l'eau potable demain matin ?» Alors là on dira « Ah oui, tiens, il fallait y penser avant. Trop tard ». Les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus clairement sentir et vous êtes de plus en plus nombreux à prendre conscience qu'il se passe là quelque chose d'important et de grave. Vous seriez même, à en croire un sondage du mois d'août 2021 pour Le Monde, 82% en France a souhaité que le gouvernement prenne des mesures rapides et énergiques, quitte à modifier en profondeur votre mode de vie. Ça ne correspond pas forcément à ma perception, mais admettons ce serait plutôt une très bonne nouvelle. Mais alors, si nous sommes prêts à ce que les choses bougent, pourquoi les États, mais aussi nous-mêmes, avons autant de mal à passer à l'action? C'est la vraie question du moment et c'est le sujet de cette vidéo. Et pour répondre à cette question, je vais d'abord rappeler quelques éléments essentiels pour bien comprendre le problème. Nous pourrons ensuite examiner les différents leviers sur lesquels nous pourrions agir et nous en déduirons les conditions incontournables pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je poursuivrai ensuite, mais ce sera dans une seconde vidéo, par l'analyse des obstacles qu'il nous faudrait surmonter pour résoudre les problèmes du réchauffement climatique. Je voudrais dans chacune de mes vidéos vous partager un coin de nature inspirant. Et pour cette première, je vous emmène sur le toit de l'Europe, le Mont Blanc. C'est en août 2003, lors de l'épisode caniculaire qui a entraîné en France une surmortalité importante parmi les personnes âgées, qu'un premier parapentiste qui avait décollé en vallée s'est posé sur le sommet du Mont Blanc. Attirer l'attention sur l'opportunité des épisodes de forte chaleur pour ce type de vol de haute altitude. Dès lors, les posées au Mont Blanc se sont multipliées, devenant une sorte de Graal pour tous les pratiquants. Cependant, en juillet 2015, des conditions ventées qui n'ont pas arrêté les candidats ont entraîné 3 décès et un blessé grave en une semaine, poussant les autorités des deux côtés de la frontière à renforcer les mesures d'interdiction de vol en juillet et août, limitant ainsi considérablement les nouvelles tentatives. C'est pour cela que l'épisode caniculaire précoce de fin juin 2019 a attiré le 26 juin exactement une foule d'environ 300 à 400 pilotes, dont j'ai fait partie, désireux juste avant les périodes d'interdiction de tenter le survol du Mont Blanc. Et comme vous le voyez sur la photo, une centaine de pilotes environ se sont même posés sur le sommet. Vous trouvez à foison sur le net des images montrant cette incroyable densité de voiles, la foule présente au sommet, les posés parfois scabreux, les photos de pilotes en sandalettes et t-shirts sur le sommet. Pourtant, l'enthousiasme des pilotes doit être tempéré par le coup de gueule d'Antoine Girard, guide de haute montagne, spécialiste des vols extrêmes en Himalaya, qui, présent ce jour-là, a souligné que trop peu de pilotes avaient conscience du danger. Un vrai miracle qu'il n'y ait eu qu'un seul mort, nous dit-il, en fustigeant dans un long message ceux qui ont pris la décision de poser à tout prix, qui se sont écrasés à 10, 30, 50, voire même 100 mètres sous le sommet, au milieu des crevasses, dans des pentes raides et sans aucun matériel ou expérience alpine. Ils ne doivent la vie qu'au fait que la neige était particulièrement molle pour leur éviter de glisser. Sinon tous seraient morts. La neige était parfaite, mais ce n'était pas possible de le savoir avant.
Beaucoup sont d'ailleurs restés paralysés une fois posés. Heureusement, des guides étaient présents au sommet et ont passé plusieurs heures à faire des secours en risquant leur vie. Pour ma part, je n'ai jamais envisagé de poser au sommet, je n'ai ni l'expérience ni les compétences pour réaliser en sécurité ce type d'exercice. J'ai également bien senti les effets de l'hypoxie, besoin de ventiler, perte de lucidité et baisse de vigilance, rendant risqué le vol au milieu de tant d'autres voiles. Je me suis donc contenté d'un rapide survol avant de redescendre par des voies moins fréquentées. Merci en tout cas à Stéphane Boulanger pour cette remarquable photo qui servira de toile de fond à ce premier épisode. Et vous voyez qu'il peut y avoir des effets insoupçonnés et surprenants liés au réchauffement climatique, mais revenons à notre sujet. Nous l'avons vu dans l'intervention en préambule de Jean-Marc Jancovici, nous voilà de toute façon embarqués pour 20 années de phénomènes climatiques extrêmes qui devraient se multiplier, des phénomènes imprévisibles, potentiellement dangereux et destructeurs. Et il nous faudrait agir au plus tôt pour que les choses aient une chance de commencer à s'améliorer aux alentours de 2040. Et ce qu'il faudrait faire, nous le savons. Cela a été clairement défini dans l'accord de Paris de 2015 visant à maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Il nous faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre à un maximum de 2 tonnes par individu et par an, partout sur la planète et au plus tard en 2050. On peut voir cette représentation graphique qui montre l'effort à faire pour un Français, dont les émissions sont aujourd'hui en moyenne de 11 tonnes. On voit tout de suite que le pas à faire est important et que l'on ne pourra pas se contenter de changements superficiels. Il en est de même, on s'en doute, pour la totalité des habitants des pays riches. Les États-Unis, par exemple, qui en sont un peu plus de 20 tonnes par habitant à l'heure actuelle, devraient diviser par 10 ce résultat en 30 ans. Et l'on mesure le gouffre du changement de mentalité à opérer si l'on met cet objectif en relation avec le tourisme spatial naissant. Les 4 premiers clients de SpaceX ont sans doute émis environ 75 tonnes de CO2 par personne en seulement 3 jours. 75 tonnes en 3 jours, 2 tonnes par an, cherchez l'erreur. On peut voir également avec cet autre graphique que la pente que nous devrions prendre à l'échelle mondiale est vertigineuse. La pandémie nous en donne d'ailleurs une idée intéressante puisque les périodes de confinement de l'année 2020 où l'activité économique a été sérieusement ralentie nous ont permis d'être sur la bonne trajectoire. Autrement dit, il nous faudrait l'équivalent d'un Covid par an pour atteindre nos objectifs climatiques. Mais il ne vous aura pas échappé que l'on entend surtout parler de relance, de croissance, de retour à l'anormal, qui est plutôt d'ailleurs un retour à l'anormal si l'on prend le réchauffement climatique comme repère. Et le schéma suivant nous montre d'ailleurs que malgré tous les avertissements, rapport Meadows et autres rapports du GIEC, malgré toutes les COP, tous les engagements et accords internationaux, malgré tous les déploiements d'éoliennes et de panneaux solaires de par le monde, malgré les voitures électriques, etc., les émissions mondiales de CO2 n'ont jamais cessé de croître. Je vais passer rapidement sur cette partie qui n'est pas au cœur de ma réflexion. Vous pouvez visionner les conférences de Jean-Marc Jancovici en lien dans les commentaires si vous voulez approfondir le sujet. Commençons par bien visualiser les écarts d'émissions selon les sources d'énergie que l'on utilise. Vous voyez les différences considérables des volumes d'émissions des énergies fossiles, gaz, pétrole et surtout charbon, et celles des énergies dites bas carbone, l'hydraulique, le nucléaire, le solaire, l'éolien et la géothermie. Et vous comprendrez l'urgence particulière qu'il y a à mettre fin au plus tôt à l'usage du charbon. Ensuite, le schéma qui présente l'évolution des volumes de consommation d'énergie depuis les débuts de l'ère industrielle permet de constater que les consommations n'ont jamais cessé de croître en s'empilant les unes sur les autres. Au bois en vert sur le schéma, s'est ajouté le charbon en noir, le pétrole en orange, le gaz en jaune, puis des énergies bas carbone, l'hydraulique en bleu, le nucléaire en gris, et les autres énergies renouvelables, éoliennes, solaires et biofuels, c'est le petit trait en rouge carmin tout en haut qui représente à peine 5% du total. Et l'on peut voir qu'il n'y a eu, à l'échelle mondiale, aucune diminution de la consommation d'énergie fossile qui représente toujours depuis 50 ans, peu ou prou, 80% du total. Difficile également, en regardant ce schéma, de penser que l'on va pouvoir, en 30 ans seulement, remplacer les énergies fossiles par des énergies bas carbone, surtout si en plus on souhaite dans le même temps arrêter le nucléaire. Autre élément important pour bien comprendre les débats actuels, c'est de voir qu'il y a un lien direct et linéaire entre PIB, donc création de richesse d'un côté, et émissions de CO2 de l'autre.
C'est compréhensible parce que plus de PIB, c'est plus de produits qui sont fabriqués, conditionnés, transportés, distribués par des machines, des camions, des bateaux, des avions, des supermarchés. Et donc, il faut plus d'énergie pour faire tourner toutes ces machines. Et comme l'énergie est aujourd'hui à 80% fossile, plus d'énergie, c'est plus de CO2. Et donc, en tout cas jusqu'à maintenant, plus de PIB, c'est-à-dire la croissance, c'est plus de CO2. Derniers éléments importants à prendre en considération pour nos réflexions futures, c'est de connaître les pays les plus émetteurs en flux annuel d'une part, et ceux qui ont le plus contribué au stock existant qui s'est accumulé dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Pour le premier point, on voit que les plus gros émetteurs en 2020 sont dans l'ordre la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde. Mais si l'on ramène ensuite ces données aux émissions par habitant en bleu marine sur le schéma, on voit que les États-Unis dominent largement les autres grands pays. Un Chinois émettant moitié moins qu'un Américain, au même niveau à peu de choses près qu'un Européen. Pour en venir au stock des émissions déjà présentes dans l'atmosphère, on peut se baser sur une très intéressante étude que je vous mets en lien dans les commentaires et qui évalue le cumul des émissions par pays depuis 1750 et jusqu'en 2015. Ce schéma qui en résulte indique par un petit trait vert dans sa partie droite le budget CO2 dont pouvait disposer chaque pays en fonction d'une répartition équitable entre tous les habitants de la planète, d'un budget qui est basé sur le maintien de l'équilibre climatique. Vous voyez que certains pays ont encore un crédit d'émission et que le volume de leurs émissions en bleu marine n'a pas encore atteint le petit trait vert, mais que d'autres pays ont largement dépassé leur budget, qu'ils sont débiteurs et donc responsables par leurs émissions excessives du réchauffement climatique. Ces excès d'émissions sont d'ailleurs reportés en bleu ciel sur la partie gauche du schéma, indiquant le volume de CO2 que ces pays devraient normalement retirer de l'atmosphère, ce ne serait que justice, pour permettre aux habitants de la planète qui n'ont pas utilisé leur quota de poursuivre leur développement sans accroître les problèmes climatiques. Et donc, sans surprise, cette étude permet de voir que les États-Unis sont responsables à eux seuls de 40% de la dégradation climatique, que l'on arrive à un total de 70% si l'on y ajoute les émissions de l'Union européenne, pour atteindre 92% si l'on considère ce que l'on appelle le Global North. Cette étude permet aussi de voir que, toujours en 2015, la majorité des pays du monde, 108 sur les 202 étudiés, étaient en crédit climatique. L'Inde, par exemple, était créditrice de 90 milliards de tonnes de CO2, la Chine, elle, de 29 milliards de tonnes. Une étude qui en dit long sur la responsabilité écrasante des pays occidentaux dans l'excès d'émissions qui cause le réchauffement climatique. Et pour conclure cette partie, et avant d'examiner nos différents leviers d'action, je voudrais montrer à quel point cette histoire a été extrêmement rapide, puisqu'entre mon grand-père et mon petit-fils, 5 générations seulement suffisent à couvrir cette grande accélération de la civilisation thermo-industrielle jusqu'à ce moment très particulier et d'une incroyable complexité que nous sommes en train de vivre. C'est l'occasion de saluer la pensée de Paul Virilio, que j'ai découvert il y a peu dans une émission de France Culture. Il alertait depuis les années 80 sur les effets de la vitesse, de l'accélération, qui, disait-il, nous amènent à agir sans discernement, sans réflexion, trop vite, et nous conduisent dans le mur. Il y a, selon lui, une utilité à passer du temps à examiner les accidents, les catastrophes, à compiler les désastres. Et il défendait l'idée d'une université des désastres, non pas pour faire peur, mais pour faire face. Et nous sommes, disait-il, au début des années 2000, entrés dans le temps des conséquences. L'équation de Kaya permet de mettre en lien nos volumes d'émissions avec 4 principaux facteurs que nous allons examiner en détail. Nous savons par ailleurs que pour ne pas dépasser les 2 degrés à l'horizon 2050, nous devons diviser par 3 nos émissions, ce que l'on peut inscrire dans notre équation. Considérons maintenant le premier facteur, la population. Difficile de la diviser par 3, vous en conviendrez. Restons donc sur les projections couramment admises d'une augmentation de 30% d'ici 2050, ce qui nous amène à multiplier par 1,3 cette variable.
Et donc, il nous faut modifier en conséquence les autres termes de l'équation qui doivent désormais être divisés par 4. Deuxième facteur à prendre en compte, la richesse par habitant. Là aussi, la doxa économique, à laquelle il est pour l'instant difficile d'échapper, nous impose de nous caler sur une croissance annuelle de 2 à 3% du PIB mondial, ce qui jusqu'en 2050 nous amène à multiplier par 2 notre indicateur. Petite pause histoire de bien réaliser ce que l'on est en train de dire. En 2050, si on suit la doxa économique, on aurait doublé par rapport à aujourd'hui nos prédations de ressources, nos productions, les marchandises à transporter, les déchets. Mais donc, ça nous amène en conséquence à reporter tous nos efforts sur les 2 termes restants qui doivent être réduits d'un facteur voisin de 9. C'est énorme et c'est bien ça le problème de nos raisonnements actuels dits de croissance verte. Alors examinons ces 2 variables au cœur de tous les débats et pour quelque temps encore certainement. L'efficacité énergétique consiste à baisser la quantité d'énergie qu'on utilise pour un même résultat, un même confort, une même performance. Par exemple, l'isolation d'un logement va permettre de diminuer le volume d'énergie nécessaire à son chauffage. De même, si on remplace des ampoules et appareils ménagers par des équivalents basse consommation. Ou encore si on utilise un vélo électrique plutôt que sa voiture pour des petits déplacements. Des progrès importants ont déjà été réalisés dans certains secteurs, moteurs de voitures et de camions par exemple. Des pistes comme l'hydrogène sont explorées pour l'aviation du futur. Enfin, dernier terme de notre équation, l'intensité carbone. Ici, il est question d'utiliser l'énergie disponible, mais en mettant le moins de CO2 possible dans l'atmosphère. Par exemple, en développant des énergies bas carbone pour remplacer des énergies fossiles, en utilisant du gaz plutôt que du charbon, ou alors en capturant et séquestrant le carbone émis par les énergies fossiles avant qu'il ne se répande dans l'atmosphère. Mais donc, avec cette équation de Kaya, nous voyons que nos raisonnements actuels nous amènent à faire porter des efforts considérables sur les 2 derniers facteurs que nous venons d'évoquer. Pour continuer à faire de la croissance tout en diminuant très fortement les émissions de CO2, c'est ce qu'on appelle le découplage. Une mission quasi impossible que doivent bien commencer à percevoir les accros de la croissance, dont les propos incantatoires cachent mal le profond malaise de devoir attendre un hypothétique miracle de la science ou de la technique. Quoi, l'étrange renoncement, c'est le renoncement d'un grand pays, la France, à, attention, je vais prononcer un gros mot, la croissance, autrement dit le bien-être, le bonheur, la croissance, autrement dit le bien-être, le bonheur, la croissance, autrement dit le bien-être, le bonheur. Et ça, on n'en entend pas du tout parler. Et c'est un indicateur qui a été mis en œuvre par des gens qui détestent à la fois l'humanité, et notamment les pauvres, et qui détestent aussi la croissance économique et le développement. Voilà, c'est une honte. Et ça, on n'en entend pas du tout parler. Je pensais que seuls les gens les moins sérieux osaient encore ce gros mot décroissance. Mais non, Delphine Batho a osé. Pourtant, on le sait aujourd'hui, les raisonnements des décroissants sont faux. Il n'y a pas d'autre solution pour sauver la planète de parier sur la science, sur les deep tech, sur les innovations qui se multiplient. Il n'y a pas d'autre solution que d'y croire. Il n'y a pas d'autre solution que d'y croire. Et ça, on n'en entend pas du tout parler. Mais bon, je vais laisser à Jean-Marc Jancovici le soin d'expliquer, mieux que je ne saurais le faire, les limites des scénarios sur lesquels reposent toutes les attentes croissantistes. Je vous incite d'ailleurs à écouter l'ensemble de l'intervention dont ce passage est extrait et qui complétera utilement votre compréhension des débats actuels. Dans les scénarios de place que j'ai regardés, il n'y en a pas un qui soit bouclé. C'est-à-dire que le scénario de l'AIE, enfin de l'Agence internationale de l'énergie par exemple, il repose sur un certain nombre d'hypothèses qui me semblent relever du conte de fées. La première hypothèse, c'est qu'il verrait un quadruplement de l'efficacité énergétique de l'économie overnight. Là, voilà. Sur un siècle, on n'a jamais fait mieux que 1% par an en tendance longue, et eux, ils passent ça à 4-5%. On ne sait pas comment. Voilà, alors, dans un tableur, c'est très facile de faire 5%, moi je sais faire ça aussi, mais dans la vraie vie, c'est une autre paire de manches. La deuxième chose, c'est qu'on continue à utiliser des fossiles et on met de la capture et séquestration du carbone partout. Alors, pour donner un ordre de grandeur, même si on est un peu technique, aujourd'hui, la masse conjuguée de pétrole et de gaz qu'on extrait de terre tous les ans, c'est 7 milliards de tonnes. 4 milliards de tonnes de pétrole, 3 milliards de tonnes de gaz. Dans le scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui nous permet de tenir sous les 2 degrés, pour conserver la croissance, on conserve plein d'énergie, dont des fossiles, mais on capture, et la quantité de CO2 qu'on capturerait pour le remettre sous le sol dans 30 ans, pas loin quand même, hein, ça serait 9 milliards de tonnes par an.
c'est-à-dire qu'on ferait plus que doubler la taille du secteur oil and gas, juste pour remettre sous terre un produit qui aujourd'hui n'a strictement aucune valeur commerciale. Pas une seconde, un truc comme ça ne va arriver. Bon. La quantité de métal qu'il faudrait produire pour faire les voitures électriques et les éoliennes et les panneaux solaires qu'il y a dans le scénario en question suppose de multiplier la production de nickel par 20 en 20 ans. Alors je pense qu'Eramet serait ravi, mais j'ai quelques doutes sur le fait qu'on va y arriver, et supposerait de multiplier la production de cuivre par 3 en 20 ans. C'est pareil, j'ai quelques doutes sur le fait qu'on va y arriver, etc., etc. Donc en fait, le scénario en question, il est absolument pas bouclé, et aujourd'hui, je n'ai jamais vu un scénario de croissance verte bouclé. Pas un. Pas un. La conclusion qu'il faut tirer de ces réflexions, c'est que nous perdons une fois de plus, après le temps du déni, beaucoup de temps sur des scénarios de croissance verte qui relèvent du conte de fées ou qui reposent sur des hypothèses d'innovation technique dont on ne voit pas le début d'un commencement sérieux. Et cela retarde notre confrontation à la réalité qui n'en sera que plus rude. Tout le monde niera que ça arrive avant qu'on en prenne vraiment la mesure, c'est-à-dire lorsqu'il y aura beaucoup de personnes qui souffriront. Je pense même que c'est à ce moment-là, c'est une parole de Jacques Lacan, qui fut un grand psychanalyste dans les années 50-60, qui disait, on lui posait la question, mais qu'est-ce que c'est que le réel? Et il disait, le réel, c'est quand on en prend plein la gueule. Eh bien, à ce moment-là, quand M. Macron, quand M. Trump, quand Mme May, quand Mme Merkel et comme d'autres en prendront plein la gueule, dans leur chair, pas dans leur esprit, on a beau leur parler ou lire des rapports, ça c'est rien du tout, mais dans leur chair, lorsque eux-mêmes ou leur famille ou leurs proches souffriront, pour de vrai, c'est pas simplement « Ah ben j'ai lu un rapport qui est alarmiste », non, non, pour de vrai, lorsqu'on dira « Est-ce que j'aurai encore de l'eau potable demain matin ?» Alors là on dira « Ah oui, tiens, il fallait y penser avant », trop tard. Et donc, si nous voulons éviter le pire, nous devons absolument agir sur l'ensemble des facteurs de l'équation. Sachant que la démographie ne pourra évoluer que sur un temps très long et que nous mettons sur nos attentes de découplage des objectifs beaucoup trop ambitieux, nous ne pouvons pas nous passer d'agir aussi sur la richesse par habitant. Et c'est donc une évidence, les pays riches doivent absolument envisager une décroissance si l'on veut avoir une chance d'interrompre la spirale infernale du réchauffement climatique. Je dis bien les pays riches, car nous avons vu la responsabilité écrasante des États-Unis, de l'Europe et de quelques autres dans le surplus d'émissions qui cause le réchauffement climatique. Par contre, les pays en crédit d'émission, les pays d'Afrique notamment, doivent pouvoir poursuivre des politiques de croissance pour permettre à leur population d'accéder à une vie digne. La décroissance des pays riches serait d'ailleurs également une excellente nouvelle pour diminuer la pression sur l'environnement qui est beaucoup trop importante. Et c'est pure folie que de simplement imaginer multiplier le PIB par 2 en 30 ans, chacun doit bien le sentir au vu de l'état actuel de la biosphère. Voilà en tout cas un ambitieux projet qui pourrait mobiliser l'enthousiasme des jeunes générations dont on a vraiment besoin qu'elles puissent œuvrer à réparer le monde. Mais bon, j'ai bien conscience que nous en sommes loin pour l'instant et que si l'idée est belle, arriver à la mettre en pratique, c'est une autre paire de manches. Et cependant, vous avez certainement remarqué que le thème de la décroissance s'invite de plus en plus dans les débats, mais que du coup, il suscite de véritables tirs de barrage de la part des lobbies croissantistes, c'est-à-dire de la quasi-totalité du monde de l'économie, de la finance, des médias, de la politique, qui sont quand même tous très liés au monde de l'argent. Ça fait beaucoup de monde et qui de plus dispose de gros moyens. Comme pour le tabac, les énergies fossiles et la chimie, dès que vous risquez de toucher à leurs sources de profit, les lobbies feront tout leur possible pour vous empêcher de parvenir à vos fins. Et je voudrais juste vous donner un exemple de la façon dont ça marche, parce que là, on est parti pour en manger pendant pas mal de temps. Je veux parler d'un article de presse intitulé « Une critique de la raison décroissantiste » de septembre 2021. Son auteur, Éric Chanet, produit un article longuement étayé visant à crédibiliser les scénarios de croissance verte. Il évoque en effet une baisse de 7,5% des émissions territoriales de CO2 des pays de l'OCDE pour la période 2000-2019.
Une baisse qui atteint même 33% au Royaume-Uni, 24% en Italie, 22% en France, le tout à mettre en lien avec une augmentation de 42% du PIB pour la même période. Baisse des émissions de CO2 d'un côté, augmentation du PIB, on est bien dans un découplage qui pourrait confirmer la faisabilité des scénarios de croissance verte. Effectivement, si l'on zoome sur les émissions territoriales de gaz à effet de serre de la France et de l'Europe par exemple, et mon tableau concerne la période 1990-2016, on voit en effet qu'elles ont diminué d'environ 8% pour l'Europe jusqu'à 25% pour la France, ce qui va dans le sens de l'article. Et l'on voit aussi en dézoomant que dans le même temps où les pays riches d'Europe baissaient leurs émissions grâce à des politiques d'exigence environnementale, les émissions chinoises, elles, tout comme celles de l'Inde par exemple, explosaient littéralement en se répercutant sur un bilan global du monde négatif. Ce que l'article ne manque pas de souligner, mais plutôt pour pointer du doigt la responsabilité de la Chine et de l'Inde, entre autres, des mauvais élèves qui devraient adopter les bonnes pratiques de l'Europe pour résoudre le problème des émissions mondiales. Bref, c'est pas nous, c'est eux. Mais cela doit être sérieusement relativisé, nous allons le voir. Car il poursuit en écrivant, je le cite, « Si on s'intéressait à l'empreinte carbone, qui en plus des émissions territoriales prend en compte le contenu en carbone des importations nettes, on arriverait, nous dit-il, à des conclusions similaires. » Eh bien non, pas du tout. Que cela soit moins facilement mesurable comme il l'affirme, c'est en partie exact, car on peine à trouver des données qui intègrent le solde import-export pour tous les pays. Mais c'est en tout cas assez bien documenté pour la France. Et les chiffres, pour la France, nous montrent que si les émissions sur le territoire ont diminué de façon sensible, par contre, dès que l'on intègre les émissions liées aux importations nettes, on se rend compte que l'empreinte totale d'un Français change du tout au tout. Et que cette part d'émissions représente même 40% de notre empreinte carbone totale. Donc lui, en supposant qu'on arriverait à des conclusions similaires, il passe en fait carrément à côté de 40% du problème, en tout cas pour la France. On ne s'étonnera pas, de notre côté, de retrouver dans ces données les conséquences de l'externalisation des productions industrielles polluantes vers des pays à bas coût de main-d'œuvre et moins vertueux dans leurs exigences environnementales. Ce que l'on retrouve également dans la profusion de produits bon marché importés qui remplissent les rayons des magasins de nos zones commerciales et des marchands de l'Internet et qui représentent une bonne part de nos consommations. Et cela inclut également une quote-part des émissions d'un transport maritime particulièrement sale. Et à défaut de trouver des données facilement accessibles, on peut cependant regarder du côté de l'empreinte carbone calculée chaque année depuis 2003 par le Global Footprint Network, qui a popularisé le fameux jour du dépassement. Cet indicateur, qui intègre les échanges commerciaux dans ses calculs, permet de bien relativiser le greenwashing omniprésent. Et l'on voit que moult pays régulièrement cités pour leur politique énergétique et environnementale territoriale exemplaire sont très mal placés lorsqu'il s'agit d'envisager la globalité de leur consommation. Mais donc, et il est très important d'en tenir compte dans nos raisonnements sur la responsabilité des uns et des autres dans la question climatique, une part significative des émissions de la Chine, de l'Inde et autres usines du monde sont liées à la boulimie de consommation de produits bon marché des pays riches et doivent être mis au bilan de ces pays consommateurs. Et la décroissance des pays riches devrait avoir pour incidence une baisse de ces productions très carbonées. En tout cas, nous voilà prévenus, les lobbies sont à la manœuvre, il faut sauver le soldat croissance et comme toujours, les sujets sont suffisamment complexes pour qu'il soit facile de tromper les non-spécialistes et semer le doute dans leur volonté de changement. Et ce qui est sûr, c'est que si découplage il doit y avoir, c'est dans nos esprits qu'il doit se faire. Dans le fait de réaliser que pour créer du mieux-être pour la planète, il faut que les pays riches s'engagent dans la décroissance. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier chapitre avec une partie de la réponse à la question de démarrage, pourquoi les États, mais aussi nous-mêmes, avons autant de mal à vraiment passer à l'action. La conclusion, c'est que rien ne se fera de sérieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique tant que les pays riches ne s'engageront pas dans une démarche résolue de décroissance. Et ça, vous pourrez le vérifier au fil du temps.
Et pour poursuivre notre réflexion, mais ce sera le sujet de la vidéo suivante, il nous faudra explorer ce qui fait obstacle sur le chemin de la décroissance et voir comment nous pouvons agir pour les surmonter. Il nous faudra parler de compétition internationale, de l'argent roi et de la finance mondialisée, du leader états-unien, des hyper riches, des tensions géopolitiques. Voir que tout cela s'inscrit dans une très longue histoire ouverte par l'étrave des caravelles de Vasco de Gama et de Christophe Colomb, pour reprendre la belle expression de Sophie Bessis. Il nous faudra évoquer le rôle fondamental dans cette histoire d'une civilisation européenne blanche et chrétienne qui a imposé sa domination au reste du monde par la force et la violence. Il nous faudra prendre en considération les points de vue des habitants des autres continents, Asie et Afrique en particulier. Évoquer les difficultés du sevrage, parler de liberté, de responsabilité, d'adolescence et de passage à l'âge adulte. Voir enfin que nous vivons là un moment clé de l'évolution de l'humanité et que tout cela dépend vraiment de chacun d'entre nous. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à faire part de vos idées et suggestions pour la suite, à poser des questions. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à vous abonner, à mettre un pouce pour contribuer à la rendre plus visible. Je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien et bougeons-nous pour la planète.